15 décembre 2025, le gouvernement des États-Unis vient de franchir un seuil qui n'a été atteint que 3 fois dans l'histoire moderne en temps de paix. Les paiements d'intérêt sur la dette nationale, soit 968 milliards de dollars, dépassent désormais ce que nous dépensons pour l'ensemble du ministère de la Défense. C'est la dominance fiscale, le point où la dette devient si colossale que votre banque centrale ne peut plus maîtriser l'inflation. Le service de la dette publique devient l'économie elle-même. Et lorsque la dominance fiscale s'installe, le portefeuille 60-40 s'effondre. L'année 2022 nous en a donné un avant-goût. Les actions en baisse de 19%, les obligations en baisse de 13% simultanément. La Bible de la planification de la retraite a perdu 16,7% en une seule année. Ce fut la réactivation d'un schéma historique, un cycle de réaffectation du capital qui s'est manifesté lors de 3 crises majeures au cours du siècle dernier, et cela se reproduit en ce moment même. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement quelles sont les 3 catégories d'actifs qui préservent la richesse lorsque les devises s'effondrent, pourquoi elles fonctionnent et comment les investisseurs les plus fortunés de la planète se positionnent déjà. Laissez-moi vous montrer quelque chose qu'une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus l'ignorer. 3 empires, 3 crises monétaires, un même schéma. Première crise, Weimar, Allemagne, 1922-1923. Début 1922, 160 marks allemands vous achetez $1 américain. Novembre 1923, moins de 2 ans plus tard, 4,2 billions de marks vous achetez $1. Le gouvernement allemand a imprimé de la monnaie à un rythme exponentiel pour payer la Première Guerre mondiale. Les réparations. La valeur du mark n'a pas décliné, elle s'est évaporée. Les gens se précipitaient dans les boulangeries pendant le pause déjeuner, car à la fin de la journée de travail, leur salaire ne pouvait plus acheter de pain. Les billets de banque sont devenus du papier peint, littéralement. Il est toutefois remarquable que le marché boursier allemand ait en réalité connu une croissance nominale durant cette période d'hyperinflation, ce qui n'a pas empêché la ruine. Le pouvoir d'achat de ces profits nominaux n'était qu'une illusion, car le prix des biens avait grimpé bien plus vite que celui des actions. Qui a tenu bon? Ceux qui détenaient de l'or physique, des devises étrangères adossées à l'or et des terres agricoles capables de produire des denrées alimentaires. La deuxième crise, la stagflation aux États-Unis dans les années 1970. Le taux d'inflation s'est accéléré, passant de 5% à plus de 25% en 1964. Le prix du pétrole a quadruplé après l'embargo arabe de 1973. Le prix du blé a triplé, celui du maïs a presque triplé et le prix du soja a quadruplé. Le portefeuille 60 bonds a été anéanti. Les obligations ont perdu de leur valeur, l'inflation érodant les paiements fixes. Les actions de croissance se sont effondrées, les taux d'actualisation élevés ayant ruiné leur valorisation. Qui a tenu bon? L'or a généré un rendement réel annuel de 22,1% tout au long de la décennie. Les terres agricoles américaines se sont appréciées de 438% en valeur nominale entre 1970 et 1980. Même en tenant compte de l'inflation, cela représentait une appréciation réelle considérable. Les actions énergétiques ont affiché un rendement réel moyen de 12,9% par an. Et les actions de valeur, c'est-à-dire les entreprises industrielles possédant des actifs tangibles et un pouvoir de fixation des prix, ont largement surpassé les actions de croissance. De manière écrasante, grâce à leur capacité à répercuter la hausse des coûts sur le client. La troisième crise, l'Argentine, de 1994 à 2002. L'Argentine avait ancré son peso au dollar américain à un taux de parité de 1:1. Initialement, ce plan a été un succès. L'inflation a été maîtrisée. Les exportations ont bondi de 12 à 27 milliards de dollars. Cependant, le Brésil a ensuite dévalué sa monnaie en 1999. Les exportations argentines sont devenues moins compétitives. L'économie a commencé à décliner. L'État se retrouva dans l'incapacité de se financer sur les marchés de capitaux. Dès décembre 2010, une vague de ruées bancaires s'était amorcée. Les autorités imposèrent par la suite un plafond de retrait mensuel de 1000 pesos. S'en suivit la conversion obligatoire des comptes libellés en dollars en pesos, réalisée à des taux de change artificiellement fixés.
Une somme colossale de 100 milliards de dollars détenue dans les institutions financières argentines fut transformée en l'équivalent de 100 milliards de pesos pour finalement voir 75% de son pouvoir d'achat s'évaporer avec l'effondrement de la monnaie. Les particuliers détenant des comptes bancaires libellés en dollars américains subirent une érosion de 60% de leur pouvoir d'achat effectif. Quel segment de la population parvint à traverser cette tempête économique? Principalement, ceux détenant des terres agricoles et d'importants stocks de matières premières. La dépréciation du peso rendit leurs avoirs libellés en pesos nettement plus abordables pour les acheteurs internationaux, stimulant ainsi une demande soutenue. Parallèlement, une flambée mondiale des prix des matières premières rehaussa la valeur intrinsèque de leurs biens produits. L'Argentine fit ensuite défaut sur des obligations totalisant 80 milliards de dollars, marquant le défaut de paiement souverain le plus important enregistré jusqu'à cette date. Mais au moins, les producteurs agricoles parvinrent remarquablement à préserver une part significative de leur richesse réelle. Ce schéma récurrent est vérifié sans équivoque. À travers trois crises distinctes, les mêmes dynamiques de réallocation de capital émergèrent, favorisant constamment trois catégories d'actifs spécifiques qui préservent et même augmentent de manière avérée le pouvoir d'achat, en net contraste avec d'autres placements. La principale catégorie d'actifs identifiés comprend les terres productives, englobant les exploitations agricoles et une exposition directe aux matières premières. Fait notable, Bill Gates est propriétaire de 242 000 acres de terres agricoles américaines, réparties dans 17 États. Cela fait de lui le principal propriétaire privé de terres agricoles à l'échelle nationale. La logique sous-jacente. Les terres agricoles constituent une couverture inhérente et systématique contre la dévaluation monétaire. Un dollar américain affaibli rend les matières premières agricoles américaines plus compétitives sur les marchés internationaux, stimulant par conséquent les exportations et rehaussant leur valeur marchande. Les rendements agricoles de ces terres connaissent une appréciation en termes nominaux, mais, et c'est crucial, leur valeur augmente également par rapport à la monnaie qui se déprécie. Les données historiques de 1962 à 2019 indiquent que les rendements des investissements fonciers agricoles ont constamment affiché une corrélation positive avec les tendances inflationnistes. Il est frappant de constater que tout au long des années 1970, les terres agricoles ont constamment surperformé l'inflation mesurée par l'IPC, dégageant une prime annuelle moyenne de 11,1%. Ceci révèle que, même si les prix généraux grimpaient de 11% sous la pression inflationniste, la valeur des terres agricoles progressait de 11% supplémentaire en termes réels, corrigés de l'inflation. Un véritable rempart pour le pouvoir d'achat en somme. Même sur des périodes plus contemporaines, notamment de 2000 à 2009, la surperformance des terres agricoles par rapport à l'inflation s'est établie à 7,6%. Par la suite, entre 2010 et 2019, cette prime s'est maintenue à 4,8%. Ce phénomène n'est pas simplement cyclique. Il représente une caractéristique structurelle fondamentale. L'escalade des prix des matières premières dans les années 1970 offre un précédent historique pertinent pour comprendre cette dynamique. Des acquisitions massives et imprévues de céréales par l'Union soviétique au début des années 1970 ont considérablement stimulé la demande mondiale. Les exportations mondiales de blé à elles seules ont bondi de 29% sur la seule période d'un an, de 1971 à 1972. La production agricole s'est avérée insuffisante pour répondre à cette demande accélérée. L'effondrement de la pêche à l'anchois au Pérou en 1972 a réduit les approvisionnements cruciaux en aliments riches en protéines pour le bétail, déclenchant par conséquent une hausse explosive des prix du soja. De surcroît, suite à la fin de la convertibilité du dollar en or par le président Nixon en 1971, la valeur du dollar a chuté de près de 30% à la fin de cette décennie. Les producteurs agricoles ont ainsi bénéficié d'une convergence de trois facteurs d'appréciation: des prix nominaux élevés, des prix réels améliorés et une dynamique monétaire avantageuse qui a propulsé la croissance des exportations. Un mécanisme économique analogue est actuellement à l'œuvre. L'indice du dollar a déjà reculé d'environ 10% par rapport à son zénith de 2022. La dette souveraine dépasse désormais la barre des 35 000 milliards de dollars.
Les terres agricoles ne devraient pas être perçues comme un pari spéculatif, mais plutôt comme une couverture mathématiquement solide. Ceci constitue la deuxième catégorie d'actifs. Gouvernement et d'autres instruments monétaires non souverains. Allemagne de Weimar, novembre 1923. Le gouvernement s'est livré à une émission monétaire si extensive que l'offre nominale de Marx est passée de 29 milliards à un stupéfiant 400 trilliards. En revanche, l'offre mondiale d'or reste intrinsèquement limitée à la fois par les capacités d'extraction physique et par des réalités géologiques immuables. La valeur de l'or, exprimée en marks, a grimpé en flèche proportionnellement à l'effondrement du mark, non pas parce que l'or était devenu plus utile, mais parce que les gouvernements ne pouvaient pas imprimer d'or pour équilibrer la masse monétaire en circulation. La valeur intrinsèque de l'or ne dépend pas des politiques gouvernementales. Lorsque les gouvernements sapent la valeur de leur monnaie, le pouvoir d'achat relatif de l'or augmente automatiquement. Les années 1970 en ont été une illustration éclatante. Le prix de l'or est passé de 35 $ à 455 $ l'once à la fin de la décennie, soit une multiplication par 13. Actuellement, en 2025, le prix de l'or a dépassé les 4 000 $ l'once, enregistrant une hausse de plus de 20% depuis la mi-août. Cependant, le signal le plus notable est le suivant. Les banques centrales accumulent elles-mêmes de l'or au rythme le plus rapide depuis un demi-siècle. Entre 2022 et 2024, les achats nets d'or des banques centrales ont plus que doublé, dépassant le seuil des 1000 tonnes par an. La principale impulsion derrière cette augmentation provient d'Asie, et notamment de la Chine. L'Inde, le Japon et les marchés émergents au sens large suivent le mouvement. Riêng qu'en août 2025, les banques centrales ont ajouté 19 tonnes d'or aux réserves mondiales. La Banque nationale de Pologne a acheté 67 tonnes supplémentaires jusqu'à fin août, devenant le plus grand acheteur d'or depuis le début de l'année. Quelle est la raison derrière cette démarche? C'est la stratégie de diversification des réserves. La part du dollar dans les réserves de change mondiales totales est passée de 65% il y a une décennie à moins de 58% actuellement. Les banques centrales réduisent ouvertement leur savoir en bons du trésor américain tout en augmentant leurs réserves d'or. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une reconnaissance institutionnelle que le rôle du dollar en tant qu'unique actif de réserve touche à sa fin. Les flux vers les ETF d'or physique ont atteint un niveau record en septembre 2025. Les ETF d'or mondiaux ont enregistré le plus grand afflux mensuel et le trimestre le plus solide de l'histoire, totalisant 26 milliards de dollars. L'or ne génère pas de flux de trésorerie. Il ne rapporte pas de dividendes. Sa valeur découle d'un facteur unique. C'est une réserve de pouvoir d'achat indépendante de la solvabilité des gouvernements. Dans un contexte où la dette publique est mathématiquement insoutenable et où l'indépendance des banques centrales est remise en question, cette caractéristique devient inestimable. La troisième catégorie d'actifs englobe les actions de valeur, reconnaissables à leur solide base d'actifs tangibles et à leur pouvoir de fixation des prix robuste. Ni période de turbulence économique, tous les investissements en actions ne manifestent pas une résilience ou une performance équivalente. Les actions de croissance, notamment les entreprises technologiques dont les bénéfices actuels sont minimes et les projections de profits futurs spéculatives, ont tendance à vaciller significativement face à une inflation galopante. La valeur intrinsèque de ces sociétés repose exclusivement sur des flux de trésorerie anticipés dans un avenir lointain. Un doublement des taux d'actualisation réduit invariablement de moitié la valeur actuelle attribuée à ces bénéfices futurs projetés. Ce résultat est une conséquence mathématique fondamentale. L'année 2022 a offert une démonstration frappante et sans équivoque de ce principe. Les actions du secteur technologique ont subi une dépréciation de 31,5%. Meta Platforms, en particulier, a vu sa valorisation chuter de 64,2%. À l'inverse, les actions de valeur caractérisées par des actifs tangibles substantiels, une génération de flux de trésorerie immédiate et un pouvoir de fixation des prix intrinsèques affichent constamment une performance supérieure. Contrairement à leur homologue de croissance, les entreprises axées sur la valeur génèrent la majorité de leur flux de trésorerie dans le présent plutôt que de dépendre de projections futures lointaines telles que celles de 2030. Dans un environnement inflationniste, ces entreprises sont moins vulnérables aux effets délétères des taux d'actualisation élevés.
Plus important encore, les sociétés dotées d'actifs tangibles et d'un pouvoir de fixation des prix sont habiles à répercuter les coûts accrus sur les consommateurs, préservant ainsi leur marge bénéficiaire réelle. Les actions du secteur de l'énergie offrent l'illustration la plus éloquente de ce phénomène. Les flux de revenus de ces entreprises sont intrinsèquement liés aux fluctuations des prix des matières premières énergétiques. Historiquement, durant les périodes d'inflation significative, les actions énergétiques ont surpassé l'inflation dans 74% des cas, générant un rendement réel annuel moyen de 12,9%. Les sociétés d'investissement immobilier cotées SIIC, qui détiennent des propriétés opérationnelles et possèdent des contrats de location permettant des augmentations de loyers, affichent également une performance robuste. Les SIIC ont historiquement surpassé l'inflation dans 66% des périodes observées, atteignant des rendements réels moyens de 4,7%. Si les contrats de location de bureaux ou industriels intègrent des clauses d'ajustement des loyers indexées sur l'inflation, les flux de revenus de la SIIC s'accroissent automatiquement en parallèle avec l'accélération de l'inflation, protégeant ainsi le revenu réel. Depuis 1928, les actions de valeur ont constamment surpassé les actions de croissance, affichant une surperformance annuelle moyenne de 4,5%. Dans période de pression inflationniste, cet écart de performance s'élargit considérablement. Au plus fort de la crise pétrolière de 1974, les actions axées sur la valeur ont généré des rendements favorables, contrastant fortement avec le déclin des actions de croissance. Actuellement, des forces de marché analogues se manifestent à nouveau. Plus précisément, les transactions de capital investissement, caractérisées par des fardeaux d'endettement substantiels issus de rachats par effet de levier NBO, sont confrontées à une vulnérabilité accrue. Alors que les taux d'intérêt ont doublé depuis le point le plus bas de l'ère pandémique, le fardeau combiné des paiements d'intérêts en espèces et de la fiscalité absorbe désormais la quasi-totalité de l'EBITDA pour de nombreuses enterprises. À l'inverse, les actions de valeur se distinguant par leur faible endettement, leurs actifs productifs concrets et leur pouvoir de fixation des prix inhérents dans les secteurs des biens essentiels sont stratégiquement positionnés pour sauvegarder et augmenter leur pouvoir d'achat. Ce point de convergence nous permet de relier les précédents historiques au paysage contemporain. Le profil économique des États-Unis en 2025 reflète les caractéristiques identiques observées avant chaque crise majeure que nous avons examinée. L'indicateur principal, le seuil de dominance fiscale, a été dépassé. Le service de la dette nationale devrait entraîner 270 milliards de dollars de paiement d'intérêt au cours de l'exercice fiscal 2025. Ce chiffre représente une augmentation de près de 3 fois par rapport aux 345 milliards de dollars qui ont été dépensés en 2002. Le bureau du budget du Congrès anticipe que ce montant s'élèvera à 1 800 milliards de dollars annuellement d'ici 2025, un montant stupéfiant de 1 800 milliards de dollars, soit presque le double de nos dépenses de défense, sera alloué exclusivement au service de la dette existante. Cela illustre une prééminence budgétaire. Lorsque la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt pour contrer l'inflation, les charges du service de la dette s'envolent, contraignant l'État à s'endetter davantage, amorçant ainsi une boucle de rétroaction négative auto-entretenue. Notre deuxième jalon historique révèle que les taux d'intérêt réels ont basculé en territoire positif. Durant une ère prolongée, l'inflation a systématiquement surpassé les taux d'intérêt nominaux, ce qui impliquait que les taux d'intérêt réels étaient effectivement négatifs. Cette conjoncture a offert à l'État la possibilité de grignoter sans heurts le poids de sa dette par le biais de l'inflation. Cette époque est désormais close. Les taux d'intérêt réels sont maintenant fermement positifs. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le coût du service de la dette publique s'accroît au lieu de s'amenuiser. Les circonstances économiques propices qui permettaient à la dette publique de croître à un rythme plus lent que l'économie globale se sont désormais inversées. En l'absence d'un excédent budgétaire, une condition que les États-Unis n'ont pas atteinte depuis 2001, l'endettement s'inscrit inéluctablement dans une trajectoire exponentielle. Notre troisième jalon historique met en lumière l'indépendance des banques centrales est remise en question.
Le bilan de la Réserve fédérale continue de détenir environ 4 600 milliards de dollars en bons du Trésor américain, amassés lors de ses programmes d'assouplissement quantitatif. Ce portefeuille colossal fait peser le risque que la politique monétaire devienne subordonnée à la soutenabilité budgétaire plutôt que de maintenir un contrôle indépendant sur l'inflation. Ce phénomène s'érige en marque distinctive institutionnelle de la prééminence budgétaire. La Banque centrale n'est plus en mesure de s'engager de manière crédible à prioriser la stabilité des prix, car la dynamique prévalente de la dette publique contraint à une posture accommodante. Notre quatrième jalon historique révèle l'accélération de la diversification des réserves. À l'échelle mondiale, les banques centrales diversifient leur avoir de réserve en s'éloignant du dollar américain à un rythme sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La proportion du dollar dans les réserves mondiales a chuté de 65% à 58% en l'espace d'une décennie seulement. Des nations telles que la Chine, la Russie et la Turquie ont, avec une détermination méthodique, désinvesti des obligations du Trésor américain tout en accroissant leurs réserves d'or et en menant leurs échanges internationaux dans leur propre devise nationale. Loin d'être dictée par de simples postures idéologiques, cette tendance révèle une réallocation stratégique de capitaux orchestrée par des professionnels monétaires aguerris qui anticipent les inflexions économiques futures. Le cinquième indicateur vient confirmer l'obsolescence du modèle de portefeuille traditionnel, le fameux 60-40. Le repli synchronisé des marchés actions et obligataires en 2022 ne fut pas une simple anomalie conjoncturelle. Il signalait plutôt un changement de paradigme fondamental, marquant une rupture avec les schémas établis. Dans un environnement où l'inflation s'impose comme le moteur économique principal et où l'intégrité budgétaire des gouvernements est passée au crible, la corrélation inverse conventionnelle entre actions et obligations s'inverse. Loin d'offrir une protection mutuelle, ces deux catégories d'actifs ont connu une dépréciation concomitante, un phénomène autrefois rare. L'année 2022 a marqué la quatrième occurrence seulement depuis 1963, où les actifs actions et à revenu fixe ont enregistré des rendements négatifs simultanément sur une période de 12 mois. Ceci constitue désormais la réalité économique prévalente, un nouveau chapitre s'ouvrant dans l'histoire financière. Le calcul financier sous-jacent, autrefois socle de la stabilité, n'est plus viable. L'allocation de portefeuille conventionnel 60-40 s'avère inefficace sous un régime caractérisé par la dominance fiscale, où les règles du jeu ont changé. Par conséquent, quel développement pouvons-nous anticiper dans ce nouveau paysage économique? Nous pouvons identifier trois scénarios potentiels distincts, chacun traçant une voie différente pour l'avenir. Le premier scénario envisage un processus de consolidation budgétaire, une démarche qui, historiquement, a souvent été difficile à mettre en œuvre. La probabilité de ce résultat est, à l'heure actuelle, évaluée comme faible par les observateurs avisés. Cela impliquerait que le Congrès promulgue des réformes budgétaires crédibles, intégrant une augmentation des recettes à une réduction des dépenses gouvernementales, un équilibre délicat à trouver. Les niveaux de la dette publique se stabiliseraient par la suite, marquant un retour à une certaine orthodoxie financière. Le dollar américain connaîtrait alors une appréciation de sa valeur, renforçant sa position sur la scène mondiale. La confiance des investisseurs et des marchés serait restaurée, un élément crucial pour la fluidité des capitaux. De tels résultats demeurent pour l'instant du domaine de la possibilité théorique, un idéal lointain dans le contexte actuel. D'un point de vue politique, c'est tout aussi impraticable. Notre deuxième scénario potentiel, répression financière, une probabilité modérée. Le glissement progressif, la monnaie nationale subit une dévaluation progressive. Les taux d'intérêt réels sont maintenus en deçà des niveaux de croissance économique par le biais de pression inflationniste maîtrisée. L'État allège progressivement son fardeau de la dette par des mesures inflationnistes, diminuant simultanément le pouvoir d'achat de ceux qui détiennent des épargnes. Ceci constitue la manifestation la plus contrôlée, un atterrissage en douceur d'un repli fiscal. Cette stratégie fut notamment employée par les Britanniques à la suite de la crise de la livre sterling de 1976. Bien qu'ardue,
Endermer Methiza. Dans ce cas particulier, le trio de catégories d'actifs précédemment mis en évidence continue de surperformer. Les terres agricoles voient leur valeur augmenter. L'or préserve son pouvoir d'achat intrinsèque face à la dévaluation monétaire. Les entreprises dotées d'actifs tangibles et de caractéristiques de valeur décotées sont en mesure de répercuter l'augmentation des coûts sur leur clientèle. Le troisième scénario potentiel, une crise aiguë et sévère. La probabilité de cet événement est sur une trajectoire ascendante. La confiance dans les instruments de dette souveraine s'érode rapidement. Un incident déclencheur, spécifiquement un bouleversement géopolitique majeur, une dégradation de la note de crédit du pays, l'échec d'une adjudication d'obligations du Trésor, tel un signal funeste, pousse les investisseurs internationaux à se désengager de leurs avoirs. Le dollar américain subit alors une dépréciation significative de sa valeur. Les pressions inflationnistes s'intensifient, menaçant l'équilibre économique. La Réserve fédérale se trouve alors face à un dilemme cornélien. Relever les taux d'intérêt au risque de provoquer l'insolvabilité de l'État ou accommoder, érodant ainsi inexorablement la valeur intrinsèque de la monnaie. Cette trajectoire, loin d'être inédite, fait écho à l'expérience de la République de Weimar et à la crise argentine. Un schéma récurrent que nous avons méticuleusement documenté à 3 reprises au cours du dernier siècle. Dans de telles circonstances, le repositionnement des capitaux se mue en un exode frénétique. Les portefeuilles d'investissement conventionnels essuient alors des pertes dévastatrices. La préservation du patrimoine n'est alors assurée qu'à travers les actifs tangibles, les instruments monétaires alternatifs et les actions de valeur possédant un véritable pouvoir de fixation des prix. Cette tendance perceptible se manifeste déjà. L'acquisition par Bill Gates de 200 cas lòng đời mine art de terres agricoles tông son la simple spéculation. Elle représente plutôt un positionnement stratégique calculé par l'un des gestionnaires de capitaux les plus avisés de la planète. L'acquisition par les banques centrales de 1000 tonnes d'or par an, un rythme 2 fois supérieur à l'accumulation précédente, ne relève pas d'une simple adhésion à la tradition. Elle témoigne plutôt d'une profonde préparation institutionnelle.